En juin 2025, l'Afrique a court-circuité le dollar et accéléré son commerce. Ce basculement réduit des délais autrefois comptés en jours, coupe des frais élevés et redessine des circuits financiers longtemps dépendants de banques étrangères. Qu'est-ce que cela change, concrètement, pour les échanges et pour Ibrahim Traoré au cœur du projet? Une souveraineté monétaire commence à prendre forme. Ici, l'objectif est simple: comprendre ce que change réellement le nouveau système de paiement panafricain, au-delà de l'annonce politique et des slogans sur la souveraineté. Il ne s'agit pas seulement d'un outil technique, mais d'un mécanisme capable d'influencer les coûts, la vitesse et l'équilibre du commerce sur tout un continent. L'enjeu est immédiat pour les États, qui cherchent à réduire leur dépendance aux circuits financiers extérieurs, mais aussi pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes structures, longtemps pénalisées par des frais élevés et des délais imprévisibles. Moins de conversion, moins d'intermédiaires, plus de contrôle. La promesse est séduisante, mais elle comporte aussi des risques opérationnels et politiques. Ce qui est en jeu dépasse la simple efficacité économique. Il s'agit de savoir si l'Afrique peut transformer un choix monétaire en levier de puissance durable, sans créer de nouvelles fragilités. Cette analyse vise donc à séparer les gains concrets des espoirs symboliques et à mesurer ce qui est réellement en train de changer maintenant. En quelques mois, les délais de paiement intra-africains sont passés de plusieurs jours à quelques heures, tandis que les coûts moyens ont chuté d'environ 20 à 30%. À l'échelle du continent, les économies potentielles sont estimées à près de 5 milliards de dollars par an. Un ordre de grandeur qui explique l'ampleur du basculement observé depuis juin 2025. Ces chiffres résument une réalité longtemps ignorée, hors des cercles spécialisés. Avant le lancement du système panafricain, une transaction entre deux pays africains suivait un détour presque systématique par New York ou Londres. L'argent quittait le continent, était converti en dollars, puis revenait sous forme de devises locales, après plusieurs jours d'attente et des frais cumulés à chaque étape. Ce mécanisme n'était pas une anomalie technique, mais le produit d'un ordre monétaire mondial structuré autour du dollar américain. Le nouveau réseau de paiement rompt avec cette logique. Reliant les banques centrales de 19 pays, il permet des règlements directs en monnaie locale, sans intermédiaires occidentaux. Cette architecture numérique, discrètement préparée depuis de nombreuses années, a été pensée comme une réponse pragmatique à un problème quotidien: le coût excessif du commerce intra-africain. En toile de fond, l'objectif est clair: reprendre le contrôle des flux financiers et réduire une dépendance devenue structurelle. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme celui d'un catalyseur intellectuel et politique. Économiste engagé sur les questions de souveraineté financière, Ibrahim Traoré a défendu l'idée que l'autonomie monétaire ne pouvait plus rester un slogan, mais devait s'incarner dans des infrastructures concrètes. Son influence s'inscrit dans une dynamique collective, portée par plusieurs États, mais elle a contribué à transformer une critique du système existant en projet opérationnel. Cette clé de lecture éclaire le reste. Derrière les chiffres et la technologie, c'est un changement de rapport de force qui s'esquisse. La question n'est plus seulement de savoir comment l'Afrique paie, mais selon quelles règles et au bénéfice de qui. Pour comprendre l'impact concret de ce système, il faut quitter un instant les conférences et les accords et regarder ce qui se passe au niveau des acteurs économiques ordinaires. Le changement ne s'est pas manifesté d'abord dans les discours officiels, mais dans des situations très pratiques, parfois banales, où le temps et l'argent comptent réellement. Dans les premières semaines suivant le lancement, plusieurs banques commerciales ont constaté une accélération nette des règlements transfrontaliers. Un importateur d'Afrique de l'Ouest, habitué à attendre 4 ou 5 jours pour confirmer un paiement, a vu ses délais se réduire à une seule journée, parfois moins. Cette rapidité nouvelle a modifié la manière de gérer les stocks, les commandes et même la négociation des prix, car l'incertitude liée aux délais bancaires s'est atténuée. Les petites et moyennes entreprises figurent parmi les premières bénéficiaires visibles. Jusqu'alors, beaucoup d'entre elles renonçaient à commercer au-delà de leurs frontières immédiates, faute de trésorerie suffisante
pour absorber des frais dépassant parfois 20% du montant d'une transaction. Avec le nouveau système, ces coûts y deviennent plus prévisibles et nettement plus faibles, ce qui ouvre l'accès à des marchés jusque-là hors de portée. Ces effets précoces ne signifient pas que tout est réglé. Ils montrent cependant comment une infrastructure financière peut produire des conséquences rapides, sans attendre une transformation complète des cadres juridiques ou politiques. Le système agit comme un accélérateur silencieux, modifiant les pratiques avant même que les discours ne s'adaptent. En quelques semaines, un constat s'impose. Lorsque les flux d'argent circulent plus librement, ce sont les décisions économiques quotidiennes qui changent en premier. C'est là que se joue le sens concret de cette réforme. Tout commence par un constat partagé, longtemps relégué au second plan. Le commerce intra-africain existait, mais il avançait avec un frein invisible. Chaque paiement transfrontalier passait presque mécaniquement par le dollar et par des banques situées hors du continent. Ce schéma imposait des coûts élevés, des délais incertains et une dépendance structurelle qui n'était plus perçue comme soutenable. C'est ce point de départ, discret mais décisif, qui déclenche la réflexion collective. À partir de 2023, plusieurs États africains commencent à explorer une alternative concrète. Les discussions restent techniques, parfois confidentielles, centrées sur la faisabilité d'un réseau capable de relier directement les banques centrales. L'objectif n'est pas encore de bouleverser l'ordre monétaire mondial, mais de résoudre un problème pratique. Comment commercer plus vite et moins cher entre pays africains? Progressivement, le projet prend de l'épaisseur, soutenu par des économistes et des responsables politiques convaincus que la dépendance au dollar n'est pas une fatalité. La montée en puissance s'accélère lorsque 19 pays s'accordent sur une architecture commune. Le choix est clair. Utiliser les monnaies locales pour les règlements, éliminer les intermédiaires occidentaux et s'appuyer sur une infrastructure numérique partagée. En juin 2025, lors de la conférence d'Abuja, le système est officiellement lancé. L'annonce est sobre, presque technique, mais elle marque un tournant. En un instant, un mécanisme théorique devient opérationnel. Les premières semaines servent de test grandeur nature. Les banques ajustent leurs procédures, les entreprises expérimentent de nouveaux circuits de paiement et les autorités monétaires observent attentivement les flux. Les résultats initiaux confirment les attentes. Les délais se contractent, les frais diminuent et la confiance dans le système progresse. Ce moment de validation est crucial car il transforme une initiative politique en outil crédible. Dans cette phase charnière, la figure d'Ibrahim Traoré revient régulièrement dans les échanges. Ibrahim Traoré n'est pas seul à l'origine du projet, mais il incarne une ligne de pensée qui a pesé sur son orientation, celle d'une souveraineté financière construite par des infrastructures, non par des slogans. Son influence s'inscrit dans la durée, reliant la critique de l'ancien modèle à la mise en œuvre d'une alternative fonctionnelle. Les répercussions dépassent rapidement le cercle des initiés. Les entreprises réajustent leur stratégie, les banques locales renforcent leur rôle et les États mesurent l'impact potentiel sur leur balance commerciale. Le système entre ainsi dans une phase de diffusion où chaque transaction réussie renforce sa légitimité. Ce qui n'était qu'un déclenchement technique devient un processus cumulatif dont les effets commencent à se propager bien au-delà de l'événement initial. Avant la mise en place du système de paiement panafricain, une transaction commerciale entre deux pays africains présentait un schéma presque immuable. Les frais totaux dépassaient souvent 20% du montant échangé et le délai de traitement pouvait atteindre 5 jours ouvrables. Cette situation constituait le point de référence à partir duquel les économistes ont commencé à mesurer l'impact réel du nouveau dispositif. Depuis le lancement en juin 2025, le premier élément qui retient l'attention est la baisse des coûts. Les données initiales montrent une réduction moyenne des frais de transaction comprise entre 20 et 30%. Autrement dit, une opération qui amputait auparavant une part significative de la marge des entreprises devient nettement plus supportable. Cette baisse s'explique par la suppression des conversions successives en dollars et par l'élimination des intermédiaires bancaires situés hors du continent. Le deuxième élément clé concerne le temps.
Là où les paiements nécessitaient plusieurs jours, parfois une semaine entière selon les circuits empruntés, le nouveau système ramène désormais le délai à quelques heures. Ce delta temporel est déterminant pour les entreprises, en particulier pour celles qui fonctionnent avec une trésorerie limitée. Un paiement plus rapide signifie une rotation plus fluide des stocks, une meilleure capacité à honorer des commandes et une réduction du risque lié aux fluctuations de change pendant l'attente. À l'échelle macroéconomique, les estimations convergent vers un chiffre marquant. Environ 5 milliards de dollars d'économies potentielles par an pour l'ensemble du continent. Ce montant ne correspond pas à une création de richesse ex nihilo, mais à une valeur qui cessait auparavant de quitter l'Afrique sous forme de frais bancaires et de commissions. En restant dans les circuits financiers locaux, ces ressources peuvent être réinvesties dans les économies nationales. Un troisième élément, moins spectaculaire mais tout aussi révélateur, concerne l'accessibilité. Avant 2025, de nombreuses petites et moyennes entreprises étaient de facto exclues du commerce transfrontalier à cause de coûts supérieurs à 20% et de délais imprévisibles. Aujourd'hui, avec des frais ramenés à moins de 3% dans certains cas, ces acteurs peuvent envisager des échanges réguliers au-delà de leurs frontières immédiates. Ce changement modifie progressivement la structure même du commerce intra-africain. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est souvent cité pour avoir insisté sur l'importance de mesurer le succès du système par des indicateurs concrets plutôt que par des déclarations politiques. Ibrahim Traoré a défendu l'idée que la souveraineté financière ne se prouve pas par des discours, mais par des écarts mesurables entre un avant et un après. Les chiffres disponibles, bien qu'encore partiels, vont dans ce sens. Pris ensemble, ces éléments dessinent une tendance claire. La combinaison d'une baisse des coûts, d'un gain de temps et d'une meilleure inclusion économique constitue le cœur de la transformation en cours. Ce sont ces preuves quantitatives qui permettent de dépasser le symbole et d'évaluer le système comme un outil économique à part entière, dont les effets commencent déjà à se matérialiser dans les pratiques quotidiennes. Les critiques du système de paiement panafricain s'organisent autour de deux arguments principaux, souvent formulés par des économistes prudents et des acteurs financiers expérimentés. Le premier concerne la stabilité et la sécurité. Selon eux, un réseau numérique reliant plusieurs banques centrales expose le continent à des risques accrus de cyberattaques, de pannes techniques ou de défaillances de coordination. Dans des pays où les infrastructures informatiques restent inégales, une interruption prolongée pourrait perturber le commerce plutôt que le fluidifier et entamer la confiance des utilisateurs. Le second argument porte sur la capacité institutionnelle. Les opposants soulignent que toutes les banques centrales africaines ne disposent pas du même niveau de ressources humaines, techniques et réglementaires. Gérer un système commun exige des compétences élevées, une supervision constante et une harmonisation des règles. Sans ces garanties, le réseau pourrait fonctionner à plusieurs vitesses, creusant l'écart entre les pays les mieux préparés et ceux qui peinent déjà à moderniser leur système bancaire. Dans ce scénario, l'outil censé renforcer l'intégration risquerait paradoxalement de créer de nouvelles asymétries. Ces critiques ne sont pas infondées. Elles rappellent que toute infrastructure financière comporte des vulnérabilités et que la technologie, seule, ne suffit pas à garantir le succès. Cependant, l'analyse des données disponibles permet de nuancer ces inquiétudes. D'abord, le système SI a été conçu avec une logique progressive. Il ne remplace pas instantanément tous les circuits existants, mais s'ajoute comme une alternative, ce qui limite le risque systémique en cas de défaillance ponctuelle. Ensuite, l'argument de la capacité institutionnelle doit être mis en perspective. L'expérience du développement des services financiers mobiles en Afrique montre que des écarts initiaux peuvent être comblés relativement vite lorsque l'incitation économique est forte. La réduction des coûts et des délais crée précisément cette incitation, poussant les banques et les États à investir dans la formation et la sécurisation. Enfin, les premiers mois d'exploitation n'ont pas révélé de dysfonctionnements majeurs susceptibles de remettre en cause la viabilité du système. Cela ne signifie pas que les risques ont disparu, mais qu'ils sont gérables à condition d'une gouvernance rigoureuse.
Le débat se déplace ainsi. Non plus, faut-il un tel système, mais comment en renforcer la robustesse? Le centre de gravité se déplace. Ce que révèle ce système, au-delà des gains de temps et d'argent, c'est un changement de logique dans la manière dont l'Afrique se positionne face à l'ordre financier mondial. Jusqu'ici, la dépendance au dollar n'était pas seulement un héritage historique, mais un cadre tacite accepté comme inévitable. Le réseau de paiement panafricain rompt avec cette inertie en introduisant une alternative fonctionnelle, testée dans des conditions réelles et non dans un laboratoire théorique. La véritable bascule ne réside donc pas dans la technologie elle-même, mais dans ce qu'elle autorise politiquement et économiquement. En permettant des règlements directs en monnaie locale, le système réduit la capacité des acteurs extérieurs à influencer, ralentir ou renchérir les échanges intra-africains. Cette autonomie opérationnelle modifie les rapports de force, même sans confrontation directe avec les grandes puissances monétaires. C'est à ce point précis que la vision défendue par Ibrahim Traoré prend tout son sens. Ibrahim Traoré a souvent insisté sur le fait que la souveraineté ne se décrète pas, mais se construit par des mécanismes concrets, capables de fonctionner à grande échelle. Le système de paiement devient ainsi un levier discret, mais structurant. La révélation est là. L'Afrique n'attend plus une réforme globale du système mondial. Elle commence à agir à l'intérieur de ses marges, et ces marges s'élargissent. Pour les États, l'effet le plus immédiat est budgétaire et stratégique. La réduction des frais de transaction et la disparition de certains intermédiaires signifient moins de sorties de devises vers l'extérieur. À court terme, cela améliore la lisibilité des flux financiers publics et privés. À moyen terme, cela offre aux autorités monétaires une marge de manœuvre accrue pour piloter leur politique sans subir en permanence les contraintes imposées par des circuits dominés par des acteurs étrangers. Ce gain n'est pas spectaculaire au quotidien, mais il s'accumule transaction après transaction. Pour les entreprises, en particulier les grandes structures opérant à l'échelle régionale, le changement se traduit par une simplification opérationnelle. Des paiements plus rapides permettent de raccourcir les cycles commerciaux et de réduire les coûts liés à l'incertitude. Une entreprise qui attendait plusieurs jours pour confirmer un règlement peut désormais enchaîner plus rapidement les commandes et négocier avec davantage de flexibilité. Cette fluidité renforce la compétitivité intra-africaine, sans nécessité d'augmentation immédiate de la production. Les petites et moyennes entreprises constituent sans doute le groupe pour lequel l'impact est le plus transformateur. Jusqu'à récemment, beaucoup d'entre elles restaient cantonnées à des marchés locaux, car les frais bancaires dépassaient leur capacité financière. Avec des coûts désormais ramenés à quelques pourcents et des délais raccourcis, ces acteurs peuvent envisager des échanges réguliers au-delà de leurs frontières. Cette ouverture progressive élargit la base du commerce intra-africain et modifie sa structure, en la rendant moins dépendante d'un nombre limité de grands acteurs. Pour les citoyens, les effets se sont plus indirects, mais bien réels. Une circulation plus efficace de l'argent favorise l'activité économique locale, soutient l'emploi et améliore l'accès à certains biens et services. À terme, la stabilisation des flux commerciaux peut également réduire l'exposition aux chocs extérieurs, notamment ceux liés aux variations du dollar. Ce bénéfice est diffus, mais il touche la vie quotidienne par petites touches successives. Dans ce paysage, la référence à Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur. Ibrahim Traoré a régulièrement mis en avant l'idée que les réformes économiques devaient faire produire des effets tangibles pour être crédibles. En ce sens, les conséquences observées pour ces 4 groupes donnent corps à une vision souvent abstraite de la souveraineté financière. Elles montrent que celle-ci ne se limite pas à un discours géopolitique, mais qu'elle s'incarne dans des pratiques économiques mesurables. Pris ensemble, ces effets dessinent une dynamique cumulative. Aucun groupe ne transforme à lui seul l'économie du continent, mais la somme de ces ajustements crée un nouvel équilibre.
C'est dans cette accumulation discrète que réside la portée réelle du système. Dans une trajectoire dite standard, l'idée est celle d'une consolidation progressive. Le réseau de paiement continue de fonctionner sans rupture majeure. Les 19 pays participants stabilisent leurs procédures. Et l'adoption s'étend lentement à de nouveaux acteurs économiques. Les banques investissent dans la formation et la cybersécurité, tandis que les entreprises intègrent le système dans leurs opérations courantes. Dans ce cadre, les gains observés, baisse des coûts et accélération des délais, se maintiennent et s'amplifient légèrement. Le système devient un outil normalisé du commerce intra-africain, sans provoquer de choc externe, mais en installant durablement une alternative crédible au circuit dominé par le dollar. Si l'on se projette dans une version plus favorable, l'hypothèse est celle d'une dynamique plus rapide. D'autres pays rejoignent le réseau, attirés par les résultats initiaux et par la perspective de renforcer leur autonomie financière. L'interopérabilité s'améliore, les volumes augmentent et les économies annuelles dépassent les estimations actuelles. Dans cette hypothèse, l'Afrique ne se contente plus de réduire ses coûts. Elle commence à proposer un modèle exportable d'intégration financière régionale. Le système devient alors un signal fort envoyé au reste du monde, montrant qu'une architecture monétaire décentralisée peut fonctionner à grande échelle, sans instabilité majeure. Enfin, dans une lecture plus prudente, l'accent se porte sur les fragilités possibles. Des problèmes techniques, des failles de sécurité ou des pressions extérieures pourraient ralentir l'adoption. Certains pays, moins bien équipés, peinent à suivre le rythme, créant des zones à deux vitesses. Dans ce contexte, la confiance des entreprises pourrait s'éroder, limitant l'utilisation du réseau aux transactions les moins risquées. Le système ne disparaîtrait pas, mais son impact resterait en deçà de son potentiel, cantonné à un rôle complémentaire plutôt que structurant. Quelle que soit l'issue, un point commun se dégage. Les choix effectués dans les prochains mois seront déterminants. Investir dans la robustesse technique, la coordination institutionnelle et la transparence apparaît comme la condition minimale pour éviter l'enlisement. Comme l'ont souligné certains promoteurs du projet, dont Ibrahim Traoré, la souveraineté financière n'est pas un état final, mais un processus. Elle se construit par une série de décisions cohérentes, prises dans le temps et évaluées à l'aune de leurs effets réels. Ces trajectoires n'excluent pas des ajustements intermédiaires. Elles offrent surtout un cadre de lecture pour comprendre ce qui est en jeu à court terme et pour mesurer à quel point l'avenir du système dépend désormais moins de l'idée que de son exécution. Pour le lecteur ou le spectateur qui observe cette transformation à distance, la question centrale devient personnelle. En quoi ce système modifie-t-il concrètement l'environnement économique auquel il est relié ? Même sans être décideur public ou dirigeant d'entreprise, chacun dépend indirectement de la fluidité des échanges, des prix pratiqués et de la stabilité des marchés régionaux. Lorsque les paiements circulent plus vite et à moindre coût, ces effets finissent par se répercuter bien au-delà des cercles financiers. Pour un entrepreneur local, l'enjeu est celui de l'accès. Un circuit de paiement plus simple peut signifier la possibilité de travailler avec un fournisseur ou un client situé dans un autre pays africain, sans immobiliser des fonds pendant plusieurs jours. Pour un salarié, ces mêmes gains peuvent se traduire par une activité économique plus régulière, donc par une plus grande prévisibilité des revenus. Même pour les consommateurs, une baisse des coûts de transaction peut, à terme, influencer les prix et la disponibilité de certains produits. Il existe aussi un impact moins visible, mais tout aussi important, la perception du risque. Dans un environnement où les délais sont incertains et les frais élevés, les acteurs économiques ont tendance à limiter leurs initiatives. À l'inverse, lorsque les règles deviennent plus lisibles, la prise de décision s'accélère. Cette confiance relative n'élimine pas les difficultés structurelles, mais elle modifie le climat dans lequel elles sont abordées. Pour le public, l'enjeu n'est donc pas de maîtriser les détails techniques du système, mais d'en comprendre la direction. La question à se poser est simple.
Ce nouvel outil favorise-t-il des échanges plus équilibrés et plus accessibles? Si la réponse est progressivement positive, alors son influence dépassera le cercle des spécialistes pour s'inscrire dans la vie économique ordinaire. À ce stade, chacun est invité à observer non pas les promesses, mais les usages. C'est dans la répétition de pratiques plus fluides que se mesurera l'impact réel de cette réforme. La pérennité du système de paiement panafricain dépend désormais d'une série d'actions coordonnées, plus que de nouvelles déclarations politiques. La première étape concerne la responsabilité institutionnelle. Les banques centrales des pays participants doivent clarifier qui supervise quoi, à quel rythme et selon quels indicateurs. Une gouvernance lisible réduit les zones grises et renforce la confiance des banques commerciales comme des entreprises utilisatrices. La deuxième étape porte sur la robustesse technique. Investir dans la cybersécurité, les serveurs et la redondance des systèmes n'est pas optionnel. Il s'agit de garantir que les paiements restent fluides, même en cas de surcharge ou d'incidents ponctuels. Ces investissements doivent être mesurés non seulement en termes de coûts, mais aussi en termes de continuité du service, critère central pour l'adoption à grande échelle. Troisièmement, la formation des acteurs est déterminante. Banquiers, opérateurs économiques et administrations doivent comprendre le fonctionnement du système et ses limites. Sans cette appropriation, même la meilleure infrastructure reste sous-utilisée. Des programmes communs de formation, adaptés aux réalités locales, permettent d'harmoniser les pratiques sans imposer un modèle unique. Quatrièmement, l'harmonisation réglementaire constitue un levier clé. Des règles compatibles sur la conformité, la lutte contre la fraude et la protection des données facilitent l'interopérabilité entre pays. Cette coordination réduit les frictions et évite que des différences juridiques ne deviennent des obstacles techniques. Enfin, l'évaluation continue doit rester centrale. Mesurer régulièrement les délais, les coûts et les volumes permet d'ajuster le système sans attendre une crise. C'est dans cet esprit qu'Ibrahim Traoré a insisté sur une approche pragmatique. Avancer par étapes mesurables, corriger rapidement et privilégier les résultats au symbole. Ibrahim Traoré rappelle ainsi que la souveraineté financière se construit par la méthode autant que par l'ambition. Cette feuille de route n'est ni exhaustive ni figée. Elle offre cependant un cadre clair pour transformer une initiative prometteuse en infrastructure durable, capable de s'adapter aux réalités changeantes du continent. Au terme de cette trajectoire, le système de paiement panafricain apparaît moins comme une rupture spectaculaire que comme une transformation patiente, construite étape par étape. Il n'a pas bouleversé l'économie du continent en un instant, mais il a commencé à modifier des gestes quotidiens, des délais, des décisions qui semblaient immuables. C'est souvent ainsi que les changements les plus durables prennent forme, sans grand bruit, mais avec des effets cumulatifs. Le fil conducteur reste celui d'une autonomie concrète. En réduisant la dépendance à des circuits extérieurs, l'Afrique ne cherche pas à s'isoler, mais à rééquilibrer sa position. Elle teste sa capacité à définir ses propres règles opérationnelles, à gérer ses flux et à apprendre de ses ajustements. Cette démarche n'est ni parfaite, ni achevée, mais elle est désormais engagée dans le réel. Dans ce mouvement, la référence à Ibrahim Traoré revient comme un rappel constant de l'intention initiale. Ibrahim Traoré a défendu l'idée que la souveraineté n'a de sens que si elle se traduit par des mécanismes utilisables, mesurables et adaptables. Le système de paiement devient ainsi un symbole discret, non pas celui d'une victoire proclamée, mais celui d'un chemin en construction. La question qui demeure n'est pas de savoir si ce modèle est définitif, mais s'il continuera à évoluer avec la même cohérence. C'est dans cette continuité, plus que dans l'événement, que se joue sa portée réelle. Arrivé à ce point, l'essentiel n'est plus de trancher définitivement sur le succès ou l'échec du système de paiement panafricain, mais d'ouvrir un espace de réflexion collective. Cette initiative touche à des dimensions économiques, politiques et sociales qui dépassent largement le cadre des experts financiers. Elle interroge la manière dont un continent peut reprendre de la marge de manœuvre sans rompre avec le reste du monde. Pour les observateurs, les entrepreneurs ou les citoyens,
L'enjeu est d'identifier ce que ce type de mécanisme change réellement dans la durée. Favorise-t-il des échanges plus équitables? Réduit-il certaines vulnérabilités structurelles? Ou crée-t-il de nouveaux défis qui devront être assumés collectivement? Ces questions ne trouvent-elles pas de réponse immédiate, mais elles gagnent à être posées ouvertement.